Après avoir vu que l'expression se trouve toujours en mécanique, en cinématique, l'expression d'un point au travers d'un vecteur lié à l'origine, je rappelle le système d'axe. On a un système d'axe et un référentiel, un repère orthonormé direct avec I, J et K, où là on a les X, Y, Z, on a les perpendicularités entre I, J et K. Et les normes de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K est égale à 1 parce que ça constitue une base qui est O, I, J, K, bon, qui est voilà, une base directe. Alors, ça, on avait vu que pour, si je plaçais un point M quelconque dans l'espace, M, voilà, bien on en faisait par rapport à l'origine O, si j'avais le point M ici, un rayon vecteur. Un rayon vecteur que j'appelle M qui est fonction du temps, parce que ça dépend de la position du temps. On est en mécanique ici, on n'est pas en mathématiques. C'est-à-dire en mécanique, il y a la notion d'espace-temps. Ici, bon, bien qu'il y ait la notion d'espace en mathématiques, la notion de temps n'y est pas. Bon, la notion de temps, bah, il faut faire référence à la science. L'espace-temps, c'est au niveau scientifique. Et donc ici, on a le vecteur OM qui est égal à x, s'il est de coordonnées x à un instant t, bien sûr, y et z, on aura OMX i plus yj plus zk. Alors, ça, ce sont les coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes qui sont x, y, z d'un point. Là, on en fait un rayon, un vecteur qui va exprimer, si vous voulez, la position du point M à tout instant t. Maintenant, si on a affaire comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à une surface de révolution, on veut étudier un mouvement pour lequel on a une surface possédant donc une symétrie axiale de révolution. Donc on a un volume de révolution, par exemple, si on a un volume de révolution, on veut étudier bien sûr le volume de révolution, vous avez un axe fixe delta, et vous avez par exemple un segment qui tourne autour de l'axe. Et si c'est un segment, ben on a, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un cylindre. Voilà, on a un cylindre. Si je fais tourner un segment autour d'un axe fixe, ben, on aura ce qu'on appelle un cylindre. Bon, et là, le segment ici va générer voilà, une surface, et on peut l'avoir en tant que volume. Voilà, on peut l'avoir en tant que volume. On peut l'apercevoir en tant que volume. Bon, on voit un cylindre. On voit un cylindre. Voilà. Alors, tout ce qui a une symétrie, je veux dire, sphérique, une symétrie, un axe, je m'excuse, justement, c'est pas une symétrie, parce que pour les symétries sphériques, on va utiliser un repère, on va utiliser les coordonnées sphériques. Voilà, mais ici on va utiliser les coordonnées cylindriques quand on a un axe de rotation qui va engendrer on va dire une surface de révolution. Je peux avoir ceci. Si on a ça, du moment qu'il se tourne autour d'un axe delta, eh bien, dès le moment où il tourne autour d'un axe delta, ben, on pourra utiliser les coordonnées, si vous voulez, cylindriques. Alors, quand je dis coordonnées cylindriques, en fait, le bon terme, c'est coordonnées polaires cylindriques. C'est coordonnées polaires cylindriques. Alors, pour étudier les coordonnées polaires cylindriques, ben, on est obligé de partir d'un repère, c'est par rapport à un repère, on va étudier les coordonnées polaires cylindriques par rapport à un repère cartésien. Parce que pourquoi? Parce que le repère cartésien, c'est le référentiel, enfin, ce sont les coordonnées les plus connues et les plus usitées, donc les plus facilement reconnaissables par n'importe quel kidam. Donc, pour parler de coordonnées polaires que les gens n'emploient pas, je veux dire, forcément tout le temps, mais ils vont se ramener à un repère
connu. En connaissant un repère connu, ben, on peut changer voilà, de type de repère. Et le changement de type de repère, ça va être une coordonnée polaire cylindrique. Alors, il y a deux manières de le faire. Ici, je vais faire la première manière, et puis je vais en faire une seconde. Mais ici, quand il y a le mot polaire, ben, est-ce qu'il est vraiment polaire? Est-ce qu'il est vraiment polaire? Il est polaire en partie, mais pas complètement. Il est polaire en partie, mais pas complètement. Alors pourquoi il est polaire en partie, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, et pas complètement? Eh bien, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais prendre un marqueur vert pour vous montrer que la première des choses à faire, c'est faire une projection du point M dans le plan OXY. C'est-à-dire que là, je vais avoir la projection va me donner le point M', qui est le point de percée de M, voilà, point de percée voilà, de la droite M' sur le plan OXY. Voilà, j'ai un point M'. Et voilà, la droite est perpendiculaire, bien sûr. MM' fait partie d'une droite, comme ceci, voilà, qui est perpendiculaire au plan OXY. Je viens de faire, ce que je viens de faire là, c'est une projection du point M sur le plan MM'. C'est une projection, je veux dire, perpendiculaire, orthogonale. Voilà, en faisant ça, je vais aller rechercher. Bon, c'est bien ici qu'on a IJK, pour éviter de, on va dire, d'encombrer mon repère, je vais enlever certaines choses. On a le vecteur OM, et on a le point M, ici, et sont projetés sur le plan OXY. À partir de là, je vais créer, voilà, ici, un vecteur qui n'est pas OM, mais qui est OM'. Donc on a deux vecteurs, on a OM et OM'. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va jouer avec ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Mais pour ça, pour jouer avec les cosinus directeurs, j'ai besoin d'un vecteur de base, que je vais appeler U. Voilà, un vecteur de base, c'est-à-dire où la norme de U fait 1. Donc maintenant, j'ai combien de vecteurs de base? Ben, j'ai IJK, qui est la base du repère orthonormé direct. Voilà, j'ai IJK. Mais maintenant, j'ai un vecteur directeur dans le plan OXY. J'ai un plan, comment est-ce qu'on appelle ça? Un vecteur unitaire dans le plan OXY, nouveau. Donc, combien de vecteurs unitaires que j'ai? Ben, j'en ai 4. Combien de vecteurs de base que j'ai? J'en ai 4. J'ai IJK et U. 4. Voilà. Donc, comme ici, je viens de mettre un vecteur de base ayant la direction, je vais dire, de OM', du vecteur OM', U à la direction de OM', ce qui veut dire que là, j'ai un angle que je vais appeler θ. Et donc, voilà, une fois que j'ai un angle ici, ben, j'aurai du polaire. Mais je n'aurai du polaire que pour, vous allez voir, pour l'axe OXY. Dès le moment où vous mettez θ ici, ben là on aura un angle gamma, totalement, parce que voilà. Et on sait bien que l'angle θ plus gamma vaut 90 degrés. Donc on a deux angles complémentaires, si vous voulez, deux angles complémentaires. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Ben que alors, tout d'abord, je vais faire une analogie. Une analogie avec le repère cartésien. Voilà, OM est égal à XI plus Y, J plus ZK. Voilà. Et OM vaudra, comme le vecteur, on a un vecteur U. J'ai un vecteur U au niveau du plan OXY, mais ça veut dire qu'est-ce qui va être décomposable suivant le vecteur U, ben c'est
la composante de OM' sur X et la composante OM' sur Y, voilà, en fonction de U. Parce que U est dans le plan de la base. Donc, s'il est dans le plan de la base, ben, il va se décomposer. Il va décomposer le vecteur OM' qui est dans le plan de la base aussi. Où U est un vecteur unitaire, voilà, du plan de la base, et OM' un vecteur de la base. Un vecteur du plan OXY. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la valeur ici de hauteur sera invariable. Elle ne va pas bouger par rapport à K. Et ceci ne changera pas. Ça veut dire que j'aurai toujours ZK. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas 100% polaire. Donc j'aurai ici plus ZK. Voilà. Par rapport au repère polaire, il n'y a rien qui change ici. Donc il n'est pas complètement polaire. Il ne sera que polaire ici. Voilà, pour les vecteurs pour le vecteur OM' qui est dans le plan OXY. Mais ici, on voit bien qu'il n'est pas polaire. On voit bien qu'il n'est pas polaire. Donc, quand on dit un repère polaire cylindrique, il n'est pas 100% polaire. Il n'est pas 100% polaire. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un vecteur U. Qui dit vecteur U, c'est ce qu'on appelle le cosinus directeur. Là, vous avez le cosinus directeur θ. Et là, gamma, ben, c'est tout simplement le complément de θ. Voilà, donc en fait, avec les cosinus directeurs, vous pouvez faire les projeter pour avoir les, comment on appelle ça, la trigonométrie. Hein. On fait de la trigonométrie, vous allez avoir des cosinus, sinus. Voilà, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Pourquoi? Parce que ce sont les cosinus directeurs. Bon, on va tout d'abord se mettre combien de fois on va dire que vous, au M', on va fixer un nombre. On va l'appeler la distance ou la norme au M' vaut, on va dire, ρ, le module fait ρ. On va dire que le module fait ρ. Donc on va dire que le module de OM' est égal à du vecteur OM', ou la distance OM', si vous voulez, c'est un peu la même chose ici, est égal à, on va dire que c'est ρ. Ρ, c'est une distance. Hein. Ρ est une distance, la distance que l'on a de là à là. Alors, je vous rappelle que θ, c'est l'angle formé par le vecteur unitaire I, ou l'axe X, si vous voulez, et, si vous voulez, la direction de OM', ou le vecteur U, si vous voulez. Voilà. Alors, le Z, c'est M'. Le Z, c'est M'. Z, M' vaudra Z. Mais là, de toute façon, on ne change pas. Z, c'est Z. Voilà, c'est Z. Donc, on connaît la longueur ici, qui vaut ρ. On connaît la longueur ici. Z et ρ. Z et ρ. Maintenant, on va exprimer θ par rapport à l'angle ici. Bien, ça, c'est ce qu'on a vu, le cosinus directeur. C'est le cosinus. Oui, mais attendez, ici, il y a encore. Il faut exprimer U par rapport à OM'. Donc, on va exprimer U par rapport à un M'. Ben, U étant un vecteur unitaire, on a comme le module fait ρ, ben, on a ρ fois U vaut OM'. Donc, on peut dire que ρ fois U ρ, voilà, si j'exprime ceci, ρ fois OM', la norme de OM' fois U est égal à ρ fois U. Donc je peux dire que le vecteur OM, ben, c'est, en d'autres termes, hein, je peux écrire ceci, OM c'est si on regarde le dessin,
O, le vecteur OM, c'est OM' plus M'M. M'M. Donc, OM' plus M'M. Si on veut voir les choses comme ça. Voilà, c'est OM' plus M' en vecteur. Bon. Alors, la norme de M', voilà, c'est Z. Mais Z fois quoi? C'est Z fois K. Donc, c'est bien ce que j'avais écrit ici. C'est Z fois K. Donc, ici, j'écris Z fois K. Plus Z fois K. Voilà. Alors, OM', voilà, ça c'est MM'. On sait bien que la distance M' fait Z. Donc, c'est Z fois K. Alors, OM', que vaut OM'? Ben, OM', c'est ρ fois U. Voilà, OM' vaut ρ fois U. Mais alors, le ρ fois U, c'est X, c'est ceci en fait. Ρ fois U vaut ça. Voilà, ρ fois U fait ça. Et je vous rappelle que U est un vecteur unitaire. Hein. Donc, je veux dire, on peut utiliser les cosinus directeurs. Cosinus directeurs. Ou vous faites la trigonométrie si vous voulez, via le... Bon, mais je vais parler jusque là parce que, comment... voilà, ici on a θ. Ben, ce que vous aurez ici, ben, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, où on a un vecteur U unitaire, bien sûr. Oui, ici je vais sortir le ρ. Je vais sortir le ρ de la parenthèse pour faire ρ fois U. Voilà, ρ fois U. Voilà, je vais exprimer ça comme ça. De telle manière à avoir le vecteur U là. Donc ici, j'ai un cosinus. Cosinus c'est un côté adjacent qui est x sur l'hypoténuse qui vaut la norme de U. La norme de U fait 1 parce que c'est un vecteur unitaire. Et vous voyez bien qu'on a le cosinus directeur. Hein. Donc c'est bien cosinus θ. C'est un cosinus θ. Oui, c'est très simple ça, parce qu'en fait, bon, on sait bien que c'est le cosinus directeur. Hein. Voilà, maintenant pour l'autre là-bas, mais ici, ça fait quoi? Ben, on avait dit que ça faisait gamma. Gamma. Mais gamma, c'est le complément θ plus gamma égale 90 degrés. Ce qui veut dire que gamma égale 90 degrés moins θ. Et si vous mesurez ici, voilà, ceci, mais c'est aussi un cosinus. C'est cosinus gamma, c'est un cosinus directeur. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse, mais ici c'est Y. Voilà. Donc, Y sur 1 est égal à cosinus de gamma. Ouais, mais gamma, c'est... Ça, c'est le cosinus directeur de gamma, mais... Ce qui veut dire que Y sur 1, ça fait Y, cosinus de gamma, gamma, mais c'est θ moins pi demi. C'est-à-dire cosinus de θ moins pi demi, ou moins 90, hein, parce que ici je ne travaille pas en radian, moins 90, ben, ça fait sinus de θ. Voilà, donc le Y il vaut sinus θ, et le X il vaut cosinus θ. Voilà, tout est dit. Voilà, donc on aura que vaudra M, OM, égal à ρ fois U qui vaut, on vient de le voir, cosinus θ, oui, fois I, ouais, parce que c'est une composante en I, ouais, plus, parce que la somme de deux vecteurs donne un vecteur, hein. Si je repasse par IJ, c'est ça que je vais faire. Et là, on avait dit que c'était sinus θ pour les Y fois J. Voilà. Le tout plus K. Plus ZK. Plus ZK. Parce que c'est ZK. Voilà. Maintenant, je vais
tout multiplier pour retrouver que vos OM. J'ai un problème de marqueur, ben ça m'embête un petit peu. Voilà, je reprends un bout bleu, un marqueur bleu. Je vais remarquer OM, que vos OM est égal, je distribue maintenant, qui fait ρ cosinus θ I plus ρ sinus θ J plus ZK. Et voilà. Donc on voit bien la notion de polaire ici. On dépend d'un angle θ, défini bien sûr, hein, et par rapport à l'axe X et le vecteur projeté sur le plan OXY, et d'un rayon vecteur d'un projeté sur l'axe OXY. Ça c'est un rayon vecteur du projeté de OM sur le plan OXY. Projeté orthogonalement bien sûr. Hein. C'est une projection orthogonale. Donc ici on voit bien la notion polaire. Alors que là, c'est pas polaire ici. Hein. On maintient toujours... Il n'y a pas d'angle ici, ni de rayon vecteur concernant, je veux dire, il n'y a pas de rayon vecteur ni d'angle. On n'est pas en polaire. Le polaire est ici. Ce qui veut dire que maintenant, si j'identifie, je vais identifier les deux ici. Ça, c'est les coordonnées cartésiennes. Bon, donc on sait bien qu'il est semi-polaire, hein, il n'est pas complètement polaire à 100%. C'est pour ça que quand il parle de coordonnées polaires cylindriques, ben, c'est en partie polaire. La partie polaire, c'est sur X et Y. Voilà, et le Z, il n'est pas polaire. Donc on va identifier un angle, non pas par rapport à tous les cosinus directeurs du vecteur OM, mais tout simplement par rapport à un cosinus directeur d'un projeté de OM sur le plan OXY, si vous voulez. Voilà. Bon, on aurait pu projeter, je veux dire, sur, voilà, j'aurais pu définir mon θ sur, voilà, sur le plan O, à la place de définir mon θ sur OXY. Voilà, on peut faire autrement, hein, on peut définir, ici ça a été défini comme ça, mais j'aurais pu définir mon θ, je veux dire, en faisant une projection de OM, non pas sur le plan OXY, mais sur le plan OYZ. Sur le plan OYZ. J'aurais pu projeter OM sur OYZ et aller chercher un cosinus directeur du projeté de OM' sur le plan OYZ. Voilà, où j'aurais pu projeter, je veux dire, sur le plan OXZ, et voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, bon, si ça dépend de la définition que vous allez établir, mais là, moi c'est parce que le projeté il est sur le plan OXY, donc j'aurai là comment est-ce qu'on appelle ça, du polaire. La partie polaire est ici parce que j'ai projeté sur le plan OXY. Mais si vous faites, on peut avoir ceci, XI plus YJ plus ZK, je peux avoir la partie polaire ici. Là, ça veut dire que vous avez projeté sur l'axe, sur le plan OYZ. Maintenant, la partie polaire peut-être, ou ben, entre XI plus ZK, voilà, plus YJ, là, la partie polaire peut être ici, si vous avez projeté sur OXY, dans le plan OXY. Si vous projetez le OM dans le plan OXY et vous définissez un angle θ dans le plan OXY, voilà, là, à ce moment-là, les parties polaires ne seront pas au même endroit. Les parties polaires ne sont pas au même endroit. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit d'identifier. Je vais réécrire ceci pour avoir une bonne identification. Je réécris, hein, tout simplement. On aura OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Et là, on aura OM est égal à ρ cosinus θ I plus ρ sinus θ J plus ZK. Voilà. Bon, la partie polaire est ici. Hein. Ρ sinus θ, ρ cosinus θ. Voilà. Alors,
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le vecteur OM', hein, projeté. Et son module, le module, il vaut ρ. La preuve, regardez, le module de OM', oh, il y a un problème de module. OM', OM', je vais calculer la norme. Eh bien, la norme, c'est ρ cosinus θ. Je vous rappelle que OM', c'est le projeté, il est dans le plan OXY. Hein. Voilà, on est en 2D, J. Voilà. Ρ cosinus θ au carré plus ρ sinus θ au carré. Eh bien, ça fait ρ carré cos carré θ plus sin carré θ. Et là, on voit tout de suite que là, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que la norme fait, bien sûr, racine carrée, la norme fait ρ. Donc, on voit bien que la norme d'OM' fait ρ. Maintenant, je peux faire la norme de U. Et la norme de U fait 1, c'est un vecteur de base, c'est normal. Hein. Donc, j'ai ρ, j'ai cosinus θ fois I, plus sinus θ fois J. Voilà, et là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le vecteur U. Ben, voyons voir, ben, le vecteur U, c'est cos carré θ plus sin carré θ. Racine carrée, voilà, pour avoir la norme de U. Et là, ça fait 1. Cos carré plus sin carré, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, U, la norme de U fait 1. On a bien un vecteur unitaire. U est un vecteur unitaire, parce que je l'ai défini en tant que tel vecteur unitaire, qui portait, si vous voulez, c'est le vecteur de base du vecteur OM', qui est dans le plan OXY. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ceci étant fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est ceci. Ça, ce sont les coordonnées polaires, alors qu'elles ne sont pas complètement polaires. Hein. Ici, elle n'est pas polaire ici. Hein. Ici, elle n'est pas polaire, elle est polaire que juste là, dans le plan XY, parce que ça a été défini dans le plan XY. Je peux vous définir le polaire dans OYZ comme dans OXZ. Enfin, ça, c'est vous qui définissez les choses. Mais en général, on utilise le polaire par rapport à OXY. Voilà. Et la cote, bon, elle ne sera pas polaire. Donc c'est la coordonnée polaire cylindrique. Ce qui veut dire que les coordonnées polaires cylindriques, je peux les trouver facilement. Pourquoi? Ben, il suffit d'identifier. Ben, x vaut quoi? Rho cosinus θ. J'identifie les i ensemble, les composantes en i, les composantes en j. Oui, ici c'est j. Composante, je vais identifier les composantes en j, mais c'est y égale rho sinus θ. Et enfin, le z, ben, c'est z. Le z, c'est z. Il n'y a pas de polaire là. Le z, vous gardez la cote. Gardez la cote. Et voilà. Et donc, ça, ce sont les coordonnées. Donc, c'est le passage de coordonnées, si vous voulez, polaire. Polaire. Là, connaissant l'angle et le ρ, mais vous pouvez trouver le x, y et z. Enfin, le z, c'est le z. Il ne bougera pas. Donc, on aura x égale ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ, et le z, ben, c'est z. Voilà, il n'y a rien à changer au z. Alors, si je fais x carré plus y carré, racine carrée, voilà, là on va retrouver, si vous voulez, rho carré cos carré θ plus rho carré sinus carré θ. Racine carrée, on va retrouver la racine carrée de rho carré, on va retrouver rho. Donc, si vous faites, pour avoir le rho, il suffit de faire x carré plus y carré. Comment avoir le rho? Pour connaître le rho, si vous connaissez xy, voilà, si vous connaissez xy, mais je fais x carré plus y carré, racine carrée, là je connaîtrai le rho. Ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais comment faire pour obtenir le θ? Pour obtenir le θ, regardez bien, il y a deux manières de faire. Soit vous faites x divisé par y ou y divisé par x. Je vais faire y divisé par x. Là, si je fais y divisé par x, j'ai rho sinus θ sur rho cosinus θ. Là, on a la tangente θ.
Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez le θ, c'est arc tangent de y sur x. Si vous voulez le θ, ben, il faudra faire l'arc tangente de y sur x, ou arc cotangent de x sur y. Voilà. Donc le z, il n'y a rien à faire, parce que z, c'est z. On a déjà la cote comme en cartésien. Si vous voulez chercher la cote en cartésien, elle est la même en coordonnées cylindriques. Il n'y a rien à changer. Le polaire, il est là, le polaire. Il n'est pas là. Il n'y a rien à changer ici. Le polaire, il est là, en XY. Là, il n'y a rien à changer. Vous prenez la cote en Z. Je vous dis, on dit coordonnées, on dit repère cartésien, un repère polaire cylindrique, mais il n'est pas tout 100% polaire. Il est que polaire. Je veux dire, la projection, c'est faite que sur un plan. Voilà, il n'est pas partout. Donc le Z, on a maintenu la cote en Z ici. Mais on aurait pu maintenir le X en l'abscisse X et garder ces deux-ci polaires. Ou encore garder celui-ci Y égale Y et celui-ci polaire. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le Z qui est le Z qui est maintenu. Je veux dire, on ne change pas. Et qu'est-ce qui sera polaire? Ben, c'est le XY parce qu'on fait généralement une projection sur l'axe au XY. Et que c'est qu'est-ce qui va déterminer le θ? Ben, c'est l'angle par rapport à I, par rapport au vecteur de base I, c'est-à-dire par rapport à l'axe X. Le θ, c'est par rapport à l'axe X, du rayon du vecteur projeté sur l'axe, enfin dans le plan OXY. Bon, maintenant, il vous faut le ρ. Connaissant XY, ben, vous pouvez trouver le ρ. Vous faites x carré plus y carré racine carrée, vous avez le ρ. Voilà. Et le ρ, il est valable aussi bien pour X ou pour Y. Une fois que vous l'avez trouvé, pour X ou pour Y, ben, il est le même. Maintenant, pour trouver le θ, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites l'arc tangente de Y sur X, ou l'arc cotangent de X sur Y. Et là, vous aurez l'angle θ. Voilà. Là, vous avez tout pour écrire les coordonnées. Connaissant X, Y et Z, vous pouvez... Z, il ne bouge pas, mais vous pouvez trouver les X, Y en coordonnées polaires. Voilà, et tout ça constitue les coordonnées polaires cylindriques. Voilà. Maintenant, il est très aisé de passer du coordonnée polaire cylindrique en cartésien. Ben, si vous connaissez le θ et vous connaissez le ρ, ben, il suffit de faire cosinus θ fois le ρ qui est donné, et vous avez la position x. Là, vous faites la même chose. Voilà. Et tout ça, je vous rappelle que ça, c'est mathématique, parce que tout ça dépend. Vous vous rappelez que je vous avais dit que le OM, tout ça, ça constitue bon, c'est les coordonnées d'un vecteur OM. OM débute à l'origine. Hein. Donc, quand un vecteur débute à l'origine, mais les composantes sont égales aux coordonnées, parce qu'elles débutent l'origine, elles débutent à l'origine. L'origine du vecteur, c'est l'origine du repère. L'origine du vecteur, c'est l'origine du repère. Donc, dans ce cas-là, quand on a un vecteur qui débute à l'origine du repère, l'origine du vecteur et l'origine du repère, à ce moment-là, vous comprendrez tout de suite que quand vous faites XA, si j'ai un vecteur AB, A, B, comment voir dans un repère comment est-ce qu'on appelle ça? Supposons que je suis en 2D, là on a X1, je vais le faire dans un tableau à part, pour expliquer ça. Quand vous avez un vecteur, je prends dans le plan. Pour autant, le marqueur fonctionne bien sûr. Il ne fonctionne plus. Je les mets à part. Voilà. J'ai un repère ici que je vais appeler XY dans le plan. C'est valable dans l'espace. Il suffit de rajouter une composante en plus. Hein. Voilà. Donc si je suis dans le plan, ben, je suppose que j'ai un vecteur A, B. Voilà. Là, on a X1, Y1. Vous rajoutez Z1 si vous êtes dans l'espace. Hein. X2, Y2. Bon, pour avoir les composantes, ben, il suffit de faire X2 moins les composantes en X, c'est X2 moins X1. X2 moins X1, voilà, ça c'est les composantes en X. Et voilà, pour avoir les composantes en Y, ben, c'est Y2 moins Y1.
Voilà, ça c'est les composantes en x, c'est-à-dire si je mets un vecteur i, mais c'est x2 moins x1 i. Pour avoir les composantes en y, ben, ce sera y2 moins y1 j. Voilà. Mais maintenant, supposons que ce vecteur-là débute à l'origine. Voilà, je fais un vecteur équipolant. Équipolant, c'est un terme en mécanique, mais je veux dire un vecteur équivalent. Équivalent, c'est plus mathématique, via la relation d'équivalence de même direction, même sens et même direction, même sens et même norme. Voilà, j'en fais un vecteur équivalent, c'est le terme mathématique, mais équipolant, le terme mais en mécanique, vous le liez à l'origine O, du repère O. Là, à ce moment-là, on voit tout de suite que si vous le liez à l'origine du repère E, x1 vaut 0 et y1 vaut 0. Donc, ce qui veut dire qu'on aura x1 moins 0 et y2 moins 0. Et là, vous avez x2, y2, x2. Donc, on aura, voilà, on aura x2 moins x1. Ouais, on aura... l'explication n'est pas bien donnée, mais enfin bref. Ici, ce que je voulais dire, c'est qu'on a x2 moins x1, oui. y2 moins y1, oui. Là, j'aurai x3, y3. Voilà, pour le point C. Voilà, au C. Mais, que voudra x3, y3 x3, y3 voudra x2 moins x1. Et y3 voudra y2 moins y1 parce que c'est deux vecteurs équivalents. Donc vous voyez bien qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, la coordonnée ici, ici on a bien une coordonnée x3, y3 qui est égale aux valeurs des composantes d'un vecteur libre de l'espace, du plan ici, un vecteur libre du plan. Voilà. Là, on a les coordonnées qui sont égales les coordonnées x3, y3 qui sont égales aux composantes du même vecteur qui est équivalent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ici, c'est pour vous dire que le OM, ici, le vecteur OM en fonction du temps, parce qu'il est fonction du temps, on verra que tout ça c'est fonction du temps, parce qu'on n'est pas en mathématiques. Je vous ai dit, on est en mécanique avec la notion temporelle. En mathématiques, il faut abstraction du temps, voilà. C'est pas qu'il faut abstraction du temps, c'est que bon, on n'étudie pas le temps. Je veux dire, on étudie le temps, je veux dire, dans les sciences, notamment dans les mouvements. Hein, quand il y a un mouvement, et là, c'est la mécanique qui utilise ça, et notamment dans la cinématique, pour étudier les mouvements. Les mouvements dans un plan, sans se préoccuper bien sûr des causes qui ont provoqué le mouvement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cinématique. Donc la notion temporelle, l'espace et le temps, la notion spatiale qui est mathématique et la notion temporelle qui est, on va dire, scientifique, ben, la mécanique allie la notion spatio-temporelle, donc en prenant les expressions mathématiques déjà existantes telles que les changements de repères, les coordonnées cartésiennes, les coordonnées sphériques, les coordonnées cylindriques, etc. C'est des notions mathématiques, mais adaptées, je veux dire, à un mouvement bien précis dans le plan, dans l'espace. Mais ici, bien sûr, c'est des mouvements en 3D, parce que j'y mets des repères en 3D, donc c'est des mouvements en 3D. Voilà, coordonnées cylindriques et sphériques, ce sera pour des repères en 3 dimensions. Voilà, parce que cylindrique, c'est pour la coordonnée cylindrique, c'est pour un mouvement en 3D d'office, parce qu'en fait, c'est la rotation d'un, on va dire, comment on appelle ça, c'est une surface possédant une symétrie axiale de révolution, donc on a fait tourner autour d'un axe de rotation, dire une courbe, et on a, on va dire, la vue d'un volume. On a la vue d'un volume. On a la vue d'un volume quand on le dessine. Voilà, et il en est de même pour une symétrie sphérique, où là, la symétrie sphérique va faire intervenir une symétrie voilà, en rapport avec la sphère. Voilà, donc ceci, ce sont les coordonnées polaires. Coordonnées polaires, bon, en mécanique, OM dépendra du temps.
parce que la position n'est pas figée, elle est variable en fonction du temps, pour que les points puissent être, non pas le point mobile par rapport aux autres points ne soit pas fixe, donc c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un état de repos, il faut bien les distances doivent varier entre M et les autres points en fonction du temps. Voilà, et donc là on aura un mouvement. Et on étudiera le type de mouvement, quelle courbe que ça aura en fonction du type de mouvement que l'on aura en présence. Et si il est plus facile d'étudier dans un repère cartésien ou un repère cylindrique ou un repère sphérique en fonction, je veux dire, voilà, de quel type de repère sera utilisé en fonction de, je veux dire, de ce que l'on a en présence. Voilà, ce qu'on a en présence comme mouvement, ce que ça décrit comme mouvement en fonction du temps. Voilà, bon, sachez que je vais faire encore une autre vidéo, voilà, où là je vais faire un changement de base. Bon, on va passer d'une base IJK à une autre base. Voilà, on peut définir dans le repère cylindrique une autre base. Vous allez voir comment je vais établir cette autre base là. Voilà, je vous remercie.